Bienvenue dans ce nouveau numéro de Témoins à charge, une émission de TV Liberté, une émission qui parle de la France, des enfers urbains, des périphéries barricadées, de la ruralité abandonnée et des Français oubliés. Alors que 4 millions de personnes en France vivent dans des logements indécents, exigus ou dégradés, que 8 millions de Français se trouvent actuellement sous le seuil de pauvreté, nous consacrons aujourd'hui notre sujet à nos SDF français. Comme chaque hiver, abandonnés par les services publics, certains sont restés à la rue pendant que bon nombre de migrants clandestins dormaient, eux, au chaud. Nous avons recueilli les témoignages de ces abandonnés de la France. Nous avons enquêté sur le terrain, auprès des associations qui s'occupent des sans-domicile fixe ou qui hébergent prioritairement des clandestins. Ce reportage s'est fait dans des conditions difficiles. Les personnes qui vivent dans la rue sont discrètes et sensibles, elles ne se livrent pas facilement face aux caméras. Quant aux associations qui font passer les autres avant les nôtres, elles cachent beaucoup d'informations et de fait, sous couvert d'humanisme, accueillent et favorisent toujours plus les populations extra-européennes. Nous avons suivi le pasteur Jean-Pierre Blanchard durant toute une nuit lors de l'une de ses maraudes pour rencontrer avec lui les SDF dont il s'occupe et ainsi mieux comprendre le mode de vie ou plutôt de survie de ces personnes qui se retrouvent à la rue. Maintenant, tous les jours la rue. Ça s'appelle la SAMU sociale, c'est comme non. Ils répondent le SAMU social? Oui, oui, c'est passé ici, c'est comme non. J'ai dormi directement dans la rue comme ça. Et en hiver, est-ce que vous avez bénéficié, vous savez, du fameux plan grand froid qu'ils ont voulu organiser? Non, c'est là-bas qu'on est passé, SAMU social. C'est organisé là-bas, comme non, c'est gentil. Gentil parce que j'ai dormi comme ça, ça va, c'est la même hier. J'ai dormi là-bas, juste aujourd'hui, la matin est sorti, c'est comme ça. Non, personne gentil, gentil comme... Si certains SDF sont reconnaissants de la présence du pasteur et acceptent de nous répondre, tous ne souhaitent pas s'exprimer devant notre caméra. Ah, des chaussettes, on en avait, oui. Bon, si je suis à la rue, c'est de ma faute, hein, aussi. C'est de ma faute aussi, hein. C'est jamais 100% de sa faute, non? Comment? C'est jamais 100% de notre faute quand même, non? Oui, ben là, au moins 80 quand même, hein. Oui. Parce que j'ai un problème d'addiction au poker. Et je me suis ruiné, j'ai ruiné mon couple, j'ai tout ruiné avec ça. Voilà. Alors après, je me suis retrouvé à la rue. Là, je paye mes dettes. Parce que bon, quand j'aurai fini de payer mes dettes, ben, je pourrais reprendre... Parce que je suis retraité, j'ai 66 ans. Hein. Alors, mais comme j'ai droit à rien, hein, même les associations... Ah non, c'est pas ça, mais comme Emmaüs, par exemple, eh ben, ils préfèrent s'occuper des migrants que les autres. Et donc concrètement, pour vous nourrir, vous loger, comment est-ce que vous faites? Bah, pour me loger, bah, c'est là. Hein. Là, bah, oui. sur des marches? Oui. Sur des marches tous les jours? Oui, toutes les nuits. Depuis le 26 octobre. Voilà. Et puis, bon. Est-ce que vous avez essayé de contacter le 115? Ah non. Non, le 115, c'est simple, le 115, si vous y allez, soit vous vous battez, soit si vous dormez la nuit, on vous vole, ou soit le lendemain, vous repartez avec plein de puces, plein de bestioles, alors c'est pas la peine. Voilà pourquoi. Parce que dans le 115, ils mélangent tout le monde. Aussi bien les ivrognes, les alcooliques, les drogués, alors ça va pas. Michel, je le connais depuis 2006. C'est comme le matin, je prends les boire le café catholique, c'est bon. Je dis même pas, c'est même pas la peine, c'est y aller pour rien du tout. Ils t'ont calé ton repas, c'est tellement c'est le bordel, c'est la bagarre, c'est comme avant pour se laver, il n'y a pas de problème. On est dans les gares, on met aux toilettes, on payait, puis c'est terminé, maintenant on ne peut plus maintenant. Si, ça existe encore, mais c'est réservé à ceux qui ont un billet très grande ligne, vous n'avez pas un billet très grand. À cause de ceux qui ont retrouvé mort dedans, qui s'est drogué dedans, le scandale qu'il y a eu. Vous avez quel âge? Il est de 47. Ouais, 67. Vous avez 67 ans? Ouais.
Le pasteur Blanchard organise ses tournées depuis maintenant 11 ans. Il a besoin de volontaires pour l'aider et de dons de vêtements pour les distribuer aux personnes en situation de détresse. Si vous voulez l'aider, vous pouvez le contacter au 06 74 03 18 15 et également consulter son blog http://actionsocialeetpopulaire.hautefort.com. Le trajet, on l'a découvert au fur et à mesure, à force de marauder. C'est un trajet très très long, puisque toutes les maraudes officielles sont sectorisées, c'est-à-dire que la mairie de Paris leur donne un certain secteur, mais nous sommes une maraude privée, nous sommes les seuls à faire tout Paris. On se préoccupe d'abord des nôtres, et vous avez vu ce Michel qui dort sur des marches. Comment peut-on dormir sur des marches et comment peut-on, quand on est français, vivre une telle situation alors que pour le moindre migrant qui rentre en France, on trouve des solutions de substitution. Bien sûr, comme nous ne sommes pas politiquement corrects, on n'a pas le droit d'exister, ou si ce l'est de manière marginale, on n'a droit à aucune reconnaissance, à aucune subvention, à aucune prébande, mais d'un autre côté, c'est aussi la liberté. Regarde ce que je te donne. Un truc marin, regarde. Regarde. Oui. Trésor des océans. Oui. Je te le donne. Giuseppe s'est retrouvé expulsé de son logement en 2010. Son bail n'a pas été renouvelé parce qu'il nourrissait les pigeons dans le paysage branché de Beaubourg. Il a fait 6 ans le 7 septembre, donc ça fait 6 ans et demi que je suis à la rue. Dans mes conditions, il faut vraiment que tout le reste fonctionne à la perfection. Rien que le froid, vous voyez, ici, j'ai les 5 doigts qui sont endormis. C'est le froid qui a fait ça. Ça va mettre 3-4 mois avant qu'ils disparaissent. C'est ce qu'on vers le mois de juin, je vais récupérer les... Sinon, je ne sens pas. Quand je touche, c'est comme si j'avais des gants. À 72 ans, Giuseppe vit à la rue dans un camion délabré qui renferme l'ensemble de ses richesses. Je travaillais à Paris pendant 40 ans. Je payais les impôts pendant 40 ans dans les quartiers. J'habite les quartiers depuis 1972. C'est là que je me suis marié. Mes enfants ils sont grandis là. J'ai le droit d'aller où je veux. Et mais vous pouvez aller là au pont Henri IV, à Belleville, machin. Non, je vais rester ici. C'est mon droit. Et ce qu'ils veulent est que je m'en aille du quartier. Moi, c'est ce que je dois faire de ma vie privée. J'avais adhéré à l'association de protection des oiseaux, moi, ils m'avaient chargé tout ça, c'est ma vie privée. Moi, je ne veux pas dire à eux comment ils doivent vivre. Mais si vous continuez à donner à manger aux pigeons, on va vous virer. La mairie de Paris juge qu'il pollue le quartier en nourrissant les oiseaux. La fourrière fait la chasse à son camion dont les roues sont régulièrement vandalisées. Là, au bout de la rue, là, à gauche. Oui, il y a un panneau. Ce panneau-là, il dit que c'est un panneau qui date du décembre 2015. Plus d'1 an, qu'ils vont faire des travaux. Ils n'ont jamais fait des travaux. Mais si je m'égare là, tout le monde s'égare, ils ne les enlèvent pas. Si je m'égare moi, ils m'enlèvent le véhicule. Je ne sais pas, les pigeons, je dis, ils ne veulent pas que moi je reste là. Parce que je suis comme un clochard. Pour elle, je suis un clochard et je dégrade l'hôtel, les machins, et je vais me faire partir. Il n'y a aucune loi qui dit que qui donne à manger aux pigeons doit finir à la rue. Et j'ai toujours payé les impôts dans les quartiers. Toujours. Pendant 40 ans, j'ai payé les impôts et maintenant, parce que je donne à manger aux pigeons, tu me mets à la rue, à mon âge. Mais c'est qui? C'est la mairie qui est derrière. C'est-à-dire que ici, quand il pleut, je suis repassé, je peux me mettre une couverture, je me chauffe, pour que je sois sur le trottoir et que je crève. Mal intégré dans ce quartier chic, le vieil homme ne veut pourtant pas courber les chines. Pour moi, ce qui est important, c'est de me battre. Je peux m'en aller en me battant. Et j'ai toujours me battant. À 62 ans. On pense souvent aux SDF en hiver. Pourtant, le gouvernement et les associations de gauche mettent au chaud en priorité les migrants extra-européens et les Roms. Les maires sont parfois contraints de recevoir migrants ou clandestins. Ils sont mis devant le fait accompli lorsque l'État réquisitionne des bâtiments publics. Stéphane Ravier a subi ce diktat de l'État à 3 reprises. Je l'ai appris par un témoignage d'habitants qu'une trentaine de migrants allaient être accueillis dans le quartier dit de la Croix-Rouge dans le 13e arrondissement. J'ai contacté la préfecture à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle finisse par me répondre. Et lorsque je l'ai questionné sur l'arrivée de ces migrants, on m'a répondu « Mais comment ça se fait que vous êtes au courant ?»
Hein, c'est la République française, c'est formidable. Le maire de secteur, sénateur, complètement méprisé, laissé dans l'ignorance. Et cela s'est reproduit plusieurs mois après, lorsqu'il y a eu le démantèlement du camp de la jungle de Calais, qui se reconstitue d'ailleurs, hein, comme nous l'avions prévu. Et bien là, on m'a informé la veille pour le lendemain qu'une trentaine de migrants seraient accueillis, enfin de clandestins, seraient accueillis dans des locaux flambant neufs, avec 2 migrants par logement, avec la possibilité d'aller visiter la ville, des compétitions sportives aussi, quelques argent de poche aussi qui leur serait donné pour pouvoir faire leurs courses. Et le troisième arrivage, si je puis dire, j'ai été informé à 18 h qu'ils étaient arrivés le matin à 6 h. Donc plus méprisant que ça va être quand même difficile. Voilà, donc la préfecture qui, sur ordre bien sûr du gouvernement, nous impose les migrants au détriment de nos SDF, car il y a des SDF à Marseille. Certains sont morts de froid cet hiver, comme l'hiver précédent. Le gouvernement préfère loger les migrants plutôt que de s'occuper de nos compatriotes qui dorment dans la rue. Nicolas Dupont-Aignan estime, lui, que l'État fait preuve de lâcheté en disant que c'est porte ouverte. L'État nous dit à nous les maires, ah bah il faut loger telle famille, elle est prioritaire. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient d'arriver sur notre sol passe devant tout le monde, bénéficie des aides, mais c'est ahurissant. Mais c'est même injuste, mais au nom de quoi ? Ça désorganise tout. Je vous passe même les détails sur ce que j'ai appris sur la CAF, caisse d'allocation familiale, qui rembourse les prestations familiales qui ne sont pas touchées pendant le délai où la famille n'est pas régularisée. Mais on va où? Donc moi, ce que je demande, c'est de la justice. Et puis, on voit très bien que tous nos foyers sont pleins, que tous les hôtels sont pleins. 15% des nuitées en Ile-de-France. 15% des nuitées d'hôtels sont payées par le contribuable pour des étrangers en situation irrégulière. Mais je ne sais pas si il n'y a pas un pays au monde qui fait autant. À l'instar de Stéphane Ravier, François Paradol, élu municipal de Vitry-sur-Seine, s'est opposé en vain à l'implantation d'un camp de migrants dans sa ville. Le maire communiste, qui est pourtant pour les camps de migrants, a dit qu'il n'avait pas été associé au projet, il l'a regretté. C'est un camp de migrants qui sera imposé par la maire de Paris, par le département, par la préfecture, sans consultation avec les habitants, sans consultation avec les maires concernés et sans concertation avec les élus, parce qu'au conseil municipal, on n'en a absolument pas parlé, il n'y a aucune délibération à ce sujet. Nous avons tenté de contacter le maire de Vitry-sur-Seine et d'Ivry-sur-Seine en vain, mais nous avons pu rencontrer le directeur d'Emmaüs, responsable du camp. C'est un superbe projet qu'on a travaillé très en lien avec les services de l'État, la mairie de Paris et bien entendu les services et le maire d'Ivry. Vous savez, c'est le complément d'une initiative qu'on a lancée le 10 novembre qui est un dispositif de premier accueil des migrants. Ici, on accueillera sur une durée d'environ 3 mois le temps d'examiner la situation des personnes. On a 400 places ici pour les publics en famille, donc c'est une très bonne chose. Les maires communistes, le maire de Vitry-sur-Seine et d'Ivry-sur-Seine ont juste demandé que 20% des places dans ce camp de migrants soient réservées aux Roms. Donc il y a une préférence étrangère de la préférence étrangère. Et évidemment, les SDF locaux de Vitry et d'Ivry peuvent crever. Voilà, c'est réservé aux migrants et 20% sont réservés aux Roms de la ville. Ça va être d'abord l'occasion pour les personnes de se poser, après tous les parcours traumatiques qu'elles ont pu vivre, d'examiner leur situation, puisque l'objectif, et c'est principalement leur demande, c'est pouvoir les orienter en centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc elles auront ici comme réponse l'hébergement, l'alimentation, l'hygiène, le vestiaire, un volet santé extrêmement important. Nous travaillons avec des associations partenaires. Je pense notamment à Médecins du Monde, à Pédiatres du Monde, à Gynécologues sans frontières, mais aussi l'équipe médicale du SAMU social. Donc répondre à la problématique de santé physique et mentale, répondre aussi à tout ce qui est parentalité. On va créer 4 classes intégrées. Voilà, tout va se passer pour avoir un accueil digne et proximité des familles migrantes primo-arrivantes en Ile-de-France. Le taux de mortalité chez les SDF explose en hiver, car si les centres sont inadaptés, ils sont également envahis par des populations extra-européennes qui ne cessent d'arriver en France. La conséquence est la suivante, le 115 est débordé, les lieux d'accueil sont bondés, les places sont toutes déjà occupées.
La plupart des Français détournent les yeux et accélèrent le pas face à la misère qu'ils croisent quotidiennement, mais certains s'arrêtent et essayent d'aider avec leurs faibles moyens. Nous avons interrogé des passants dans la rue qui avaient appelé le 115. Un peu plus haut, je vois une jeune personne qui semblait mal en point, qui était accroupie. Je me suis approché d'elle, elle ne disait rien. Donc justement, j'ai pris mon téléphone, j'ai composé le 115 et j'ai attendu. Il y avait la sonnerie en fait d'attente, mais sans personne au bout du fil. Hein. J'ai plusieurs fois appelé sur plusieurs minutes. Sans résultat. Une de mes clientes qui est souvent dans le quartier a appelé le 115 pendant longtemps. Elle est restée sans réponse pendant un bon bout de temps par rapport à une personne qu'elle voulait aider. Elle est restée une bonne demi-heure au téléphone sans aucune réponse de sa part. Les centres d'hébergement d'urgence, les CHU, au départ prévus pour les SDF, sont pleins et nombre de sans-abri n'y trouvent pas de place. D'autres refusent d'y aller, ne supportant pas les contraintes de ces lieux de vie communautaires. Il peut s'agir d'insuffisance sanitaire, de promiscuité excessive, de règles trop strictes et parfois de dangers objectifs et réels. Michel, le SDF que nous avions rencontré, fait ce constat. Ceux qui me cassaient les pieds pour que j'aille avec eux, moi ça m'intéressait pas d'aller à Montrouge. J'allais même pas au réfectoire, quand j'allais à Montrouge, je demandais le numéro de mon lit, j'allais me coucher aussitôt, puis c'était terminé. Le bordel, le clé du réfectoire. Je sais que si je laisse mes affaires comme ça, je sais que le lendemain matin, il n'y aura plus rien. Et on retrouve Augustin. Augustin, bonjour. Vous êtes travailleur social en centre d'hébergement pour SDF. Vous voyez de moins en moins d'ailleurs de SDF français et vous estimez même qu'ils ne représentent pas plus de 10% des personnes accueillies ou prises en charge. Dans votre travail, vous êtes l'un des rares parmi vos collègues à ne pas accepter que ces SDF soient moins favorisés que les immigrés extra-européens ou ceux de l'Europe de l'Est. D'ailleurs, on va en parler. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne témoignez pas à visage découvert. Et qu'est-ce que vous avez pensé, première question Augustin, des témoignages que nous avons recueillis dans notre reportage ? Le reportage, j'ai trouvé sympa. C'est bien de montrer qu'il y a des gens qui sont à la rue. On a vu essentiellement des clochards, en fait, peu de SDF, parce que le SDF, c'est le sans domicile fixe. Et là, les clochards, c'est des gens qui sont vraiment très abîmés par la vie. Sur les SDF, on a 10 voire 100 fois plus de personnes qui sont nées en France, qui ont travaillé en France et qui, par des accidents de la vie, se cassent la figure, mais qui ne sont pas encore des clochards. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas les voir dans ce reportage, mais de toute façon, on ne les voit pas, ces gens-là. Ce sont des gens qui sont discrets, qui veulent se faire oublier et qui sont en train de mourir discrètement, qui essayent de survivre tant bien que mal en passant de centre d'hébergement en centre d'hébergement pour 3 nuits, 1 nuit, 4 nuits. Et cette situation-là, elle est dramatique et on ne le voit pas. Alors le reportage, oui, c'est important de les montrer. C'était important aussi de montrer par rapport aux migrants et par rapport à l'immigration massive aussi, où on se rend compte qu'on a quand même un gros souci parce qu'on a le collectif Mort dans la rue qui nous parle de plus de 500 SDF morts français. Et si on regarde la liste des noms, parce que les noms sont affichés dans ce collectif-là, ça ne correspond pas au nom des personnes qu'il y a dans les centres d'hébergement. Sur les origines, on se rend compte qu'il y a vraiment un gros souci. Et c'est d'autant plus désagréable de voir ces situations-là que dans le reportage, on voyait ce pasteur qui apportait des vêtements qui étaient beaux, de belle qualité, de belle facture. On voit des Français qui sont très généreux pour les gens qui sont à la rue. Et au final, ça profite à qui ? Et c'est là où c'est un gros souci. Et c'est quand on voit, je finis juste, quand on voit ces gens qui ont 35, 40, 50 ans, moi j'ai l'occasion de les voir, et qui n'accèdent pas aux places en centre d'hébergement. Et on voit la santé qui se dégrade, le moral qui se dégrade sur des gens qui tombent dans l'alcool parce qu'ils n'ont plus que ça pour se réchauffer. C'est catastrophique en fait. Nous-mêmes, effectivement, on a eu du mal à les trouver, tous ces SDF, parce qu'ils sont effectivement bien cachés. Ce sont certainement pas eux qui profitent le plus des prestations sociales. Mais justement, alors, qu'est-ce que c'est la différence de traitement entre un SDF, qu'on va dire français dit de souche, et un migrant? Est-ce qu'il y a réellement des différences de volonté politique? Est-ce que, du moins, vous avez pu le constater dans votre travail? Clairement. De toute façon, un migrant, alors le migrant, c'est l'appellation contrôlée depuis 2 ans. Avant, c'était de simples immigrés, des clandestins, des sans-papiers, et maintenant, ce sont des migrants.
Alors c'est des termes formidables. La grosse différence avec les associations, c'est-à-dire que vous avez des associations avec des dizaines et des dizaines de bénévoles, les bénévoles qu'on ne voit pas aller s'occuper des SDF. Et c'est les mêmes bénévoles d'ailleurs qui ne s'occupent pas des immigrés qui sont en France depuis 10 ans, 15 ans, qui sont à la rue. Ça, ils n'en ont rien à faire. Ce qu'ils veulent, eux, c'est du migrant tout beau, tout neuf qui arrive. Alors cette présence nombreuse de bénévoles et de gens qui ont le cœur sur la main, pour les migrants, pour leur bon accueil et tout ça, leur permet d'accéder à un suivi beaucoup plus fort en termes de demande d'hébergement, en termes de cours de français, en termes d'alimentation, en termes de vêtements. Et ces bénévoles-là mettent même des grosses pressions sur les structures d'hébergement, sur les lieux d'accueil, pour que les migrants soient traités en priorité et le mieux possible. Et ça, moi, je le subis, ça, dans mon travail. Avec des gens qui viennent me dire là vous avez cette personne-là, elle est arrivée l'année dernière en France, il faut bien la traiter, il faut qu'elle soit bien accueillie. Quand je dis mais là j'ai quelqu'un, je suis en train de m'occuper de l'accès au logement de quelqu'un qui a vécu 15 ans à la rue, est-ce que vous voulez me donner un coup de main sur cette situation-là, comme ça j'aurai plus de temps pour votre personne là. Et là les personnes, la réponse c'est qu'elles se sentent agressées. Voilà, c'est-à-dire que moi je ne suis pas censé me faire agresser par eux, mais et donc, oui, les migrants sont donc de fait mieux traités puisqu'ils ont accès à l'ensemble du système social français, y compris pour accéder à toute la partie médicale où en 2 semaines ils peuvent avoir rendez-vous avec un dentiste, un opticien, enfin un ophtalmo ou un médecin spécialiste. C'est-à-dire que là, on a quand même une grosse différence de traitement en fin de compte. Bah, oui, parce que quand vous regardez que ce soit sur les SDF ou les clochards, souvent ils sont loin des papiers, ils sont loin des parties administratives pour que eux aient accès à leurs droits parce qu'ils n'ont plus d'adresse. Il n'y a personne pour les aider à faire des demandes au niveau de la CAF ou autre. Alors c'est le boulot des travailleurs sociaux, mais si nous on ne les oriente pas, on ne peut pas s'en occuper. Le fait qu'il y ait tous ces bénévoles et toutes ces associations avec des gens qui sont rémunérés aussi, parce que les associations en profitent largement aussi de pouvoir rémunérer des gens. Donc de fait, les migrants ont accès à l'ensemble des prestations sociales en France et ils ne se gênent pas. Moi j'ai vu des gens arriver, en 2 mois ils avaient déjà fait les lunettes, les soins dentaires étaient déjà entamés, alors que pour des SDF c'est très très compliqué, quoi. C'est une forme de charity business en fin de compte. Alors en France on a 143 000 personnes qui sont sans domicile fixe. Combien est-ce que vous estimez, vous, d'après ce que vous pouvez voir dans votre travail, combien est-ce qu'il y a de SDF qui sont français ? Peut-être le tiers, et encore dans un grand maximum. C'est-à-dire que vous avez des gens qui volontairement sont à la rue, vous avez des clochards, vous avez des punks qui veulent être dehors, après vous avez des marginaux, mais on a des milliers et des milliers de personnes qui, elles, ne sont pas visibles et qui sont cataloguées comme SDF, mais qu'on ne voit pas. Et sur des gens qui sont très dignes, qui n'ont jamais eu l'habitude de faire appel au système social et qui refusent de faire appel. Et quand ils les sollicitent, ils vont appeler le 115 ou autre, comme dans le reportage, ils ne sont pas entendus. Quand vous avez le monsieur qui disait qu'il appelait le 115 et que ça répondait pas, vous avez eu les témoignages, en fait le 115, il faut appeler entre 7h30 et 8h30 du matin pour avoir une place. Toutes les places elles sont distribuées à ce moment-là, il y en a quelques-unes qui sont réservées pour les professionnels. Donc demander à quelqu'un qui est à la rue d'appeler le 115 alors qu'il n'a pas de téléphone portable ou le téléphone il est déchargé, il s'est fait voler pendant la nuit ses affaires, ça devient très très compliqué, quoi. Donc il y a heureusement en France des vrais SDF, il n'y en a pas 140 000. Dans le reportage, on a pu voir que c'était des personnes qui venaient des pays de l'Est ou des Roms qui sont à la rue. Il n'y en a pas autant que ça. Le problème, c'est que dans celles qu'il y a, on ne s'en occupe pas. Et ils sont en train de mourir, ces gens-là. La crise syrienne, ou plus généralement la crise des migrants, est-ce qu'elle a eu un impact finalement sur votre prise en charge ? Est-ce que vous avez eu des consignes particulières face à ce type de population que vous recevez forcément un peu tous les jours ? Un impact, oui, parce qu'on se retrouve avec des Syriens d'Afrique noire, ce qui est quand même totalement ridicule. Donc c'est les mêmes personnes, il y a 2 ans auparavant, elles auraient été considérées comme clandestines, et puis là maintenant elles passent pour des héros de guerre, donc essentiellement des hommes qui ont abandonné femmes, enfants, sœurs, grand-mères, grands-pères, ils deviennent des héros à accueillir en priorité. Donc en tant qu'humaniste, j'hallucine quand je vois ça. Et donc oui, la différence de traitement, c'est-à-dire comme ils accèdent grâce à France Terre d'Asile et toutes ces associations, Emmaüs, Aurore et combien d'autres, ils accèdent à la demande d'asile. Et donc leurs dossiers sont boostés avec des avocats qui se portent volontaires, qui se font payer aussi d'ailleurs, parce qu'il y a l'aide juridictionnelle, pour un sans-papier, l'aide juridictionnelle elle est gratuite quand même. Donc ces gens accèdent au centre d'accueil de demandeurs d'asile.
ils obtiennent leur statut de réfugiés politiques. Hein. Alors bon, la plupart ils retournent en vacances après, hein, et leur famille peut rester et là-bas, elles sont pas spécialement en danger. Mais dès lors que ces personnes-là obtiennent leur statut de réfugiés politiques, et c'est quand même la majorité, quoi qu'on en dise à la télévision, c'est quand même la majorité, ils doivent quitter le circuit d'hébergement en tant que demandeurs d'asile, et la loi Dallot-Sarkozy impose qu'il n'y ait pas de rupture d'hébergement. Donc, pour pas qu'il y ait de rupture d'hébergement, ils sont prioritaires dans l'accès au centre d'hébergement pour SDF. Et donc, ils prennent les places des SDF. Et on en voit de plus en plus arriver. Et ce qui est incompréhensible, c'est que quand on voit dans les centres d'hébergement vraiment spécialisés en SDF, sur les accueils de maraudes qui ramènent les vrais SDF, quand on voit ce public-là qui n'a pas accès aux autres centres d'hébergement à un niveau un peu plus élevé, et qu'on nous impose des migrants, et on ne nous laisse pas le choix, oui, l'impact est très très fort. Et d'ailleurs, moi, au niveau des collègues, j'ai des collègues qui commencent à se spécialiser dans le droit des étrangers, dans de l'animation, dans de l'occupationnel, et les SDF, on ne s'en occupe plus, quoi. Justement, ces SDF, on en parle surtout majoritairement en hiver, pendant les périodes de grand froid, surtout, on a tous les reportages qui sortent. Mais après, on a l'impression qu'ils disparaissent, ces SDF, c'est plus la priorité, comme vous le dites. Finalement, est-ce qu'on peut dire que ces SDF français, est-ce que ce sont les grands oubliés du système social et de la République française plus généralement ? Alors exactement. Alors c'est-à-dire que les SDF français sont un bon outil de communication pour les associations et pour l'État, pour dire qu'il faut donner de l'argent, qu'il faut être encore plus généreux, alors que si on prend dans l'histoire, le peuple français, ça doit être le peuple le plus généreux de la planète. Hein. Quand on regarde ce qu'il accepte en termes d'imposition fiscale, par rapport à son salaire, par rapport aux impôts, par rapport à la TVA, tout ce qui est donné gratuitement en termes de soins pour tout le monde, ce que les Français, dans leurs activités d'aide aux associations ou dans leurs dons aux associations, c'est le peuple français, c'est un peuple qui est extrêmement généreux. Et c'est la corde sensible des SDF, elle sert beaucoup pendant l'hiver, en fait, alors que pendant l'été, il y a autant de morts, sur des cas de déshydratation ou autres. Mais pendant l'hiver, ça sert beaucoup. Alors que les mêmes associations, elles n'en ont strictement rien à faire, il faut être clair, elles n'en ont strictement rien à faire de ceux qui sont sur les campagnes de publicité. On a vu le directeur d'Emmaüs parler d'un centre limite de luxe pour les migrants où tout est fait pour eux. Pourquoi il ne fait pas la même chose pour les SDF? Alors il faut savoir que la mairie de Paris a ouvert par exemple 30 places pour les grands précaires. 30 places, on est à Paris quand même, avec des millions d'habitants, et il n'y a que 30 places pour les grands précaires. Dans la même période, 8000 places ont été ouvertes pour les migrants. Et là, les associations ne se positionnent pas sur ces créneaux, alors elles communiquent beaucoup par rapport au SDF. C'est le dernier de leurs soucis, en fait, au final. Vous, en votre qualité de travailleur social, que pensez-vous qu'on puisse faire réellement pour ces Français qui se retrouvent à la rue? Déjà, changer notre regard, avoir de la vraie compassion. Il faut leur redonner de la dignité, de l'écoute. C'est important de montrer qu'ils existent. Et moi, je ne parle pas que des clochards. Je parle des gens que vous allez voir dans le métro qui vont être assis et qui vont rencontrer personne. Ou quand vous entendez parler de gens qui sont en difficulté, il faut passer un peu de temps avec eux. C'est déjà de donner un peu de temps. Ensuite, moi, ce que je recommande, c'est de créer du communautarisme. Il va peut-être être temps de nous montrer solidaires entre nous. C'est-à-dire qu'on pense être solidaire à un niveau national. En fait, on est solidaire que dans la logique de distribution de l'argent de l'État, qu'on a payé au travers de nos impôts. C'est l'État qui dit faut être solidaire avec ces gens-là. Il faut aider ces gens-là. Mais les gens qui ont travaillé en France, qui sont nés en France, qui ont travaillé en France, et quelles que soient leurs origines ou leur religion, à partir du moment où ils sont restés trop longtemps en France, ils sont complètement oubliés, ces gens-là. Et je pense qu'il va être temps de développer un communautarisme pour du logement, pour de l'emploi et pour de l'entraide pour des petites choses. Si on ne le fait pas, on est condamné à disparaître, en fait. Les Français font beaucoup de dons, pourtant il y a énormément d'associations, effectivement. Est-ce que vous en avez ciblé certaines qui favorisaient clairement les migrants par rapport aux SDF? Favoriser clairement les migrants, c'est tout. Moi, je peux parler d'associations qui... Emmaüs, par exemple, on en parlait tout à l'heure.
Emmaüs, vous avez le directeur, là dans votre reportage, hein, il ne s'en cache même pas, vous avez tous les centres d'hébergement d'Emmaüs Île-de-France, tous les repas sont halal. Il n'y a même pas à chercher une distinction, c'est qu'ils sont passés au halal. Sur Emmaüs, vous prenez Emmaüs qui a des chantiers d'insertion, et c'est très important pour les gens qui sont en train de se casser la figure, de pouvoir être sur une activité, de se sentir utile à la société. C'est très important pour les gens qui se cassent la figure, pour les gens qui sont isolés, de sentir qu'ils sont encore utiles pour la société, qu'ils participent, qu'ils valent à quelque chose. Vous avez les chantiers d'insertion d'Emmaüs qui réservent 50% de leur place pour les Roms, par exemple. Ils ont fait des sessions de recrutement pour des Afghans, des Pakistanais et des Roms. Donc quand vous regardez par exemple les publicités d'Emmaüs, vous voyez, vous dites c'est bien, ils sont soucieux des SDF. Non, ça c'est fini ça. Après les associations qui sont vraiment tournées vers les gens de la rue, vous avez, moi j'en connais deux. Vous avez au captif La Libération, par exemple, qui est vraiment spécialisée dans les précaires, et vous avez les petits frères des pauvres qui s'occupent des personnes de plus de 50 ans. Et on en a de plus en plus, des personnes de plus de 50 ans. Mais cette association-là, avec qui j'ai été amené à plusieurs reprises, elle a toujours été à l'écoute pour essayer de trouver des solutions, et malheureusement, ils sont complètement dépassés par la situation des personnes qui sont abandonnées, quoi. On parle des centres d'accueil et d'orientation, enfin, il y a énormément de possibilités, mais est-ce que c'est suffisant vraiment pour sortir de la rue aujourd'hui? Est-ce que aussi finalement ces centres qui sont quand même en grande partie réservés aux migrants, est-ce que ça défavorise encore plus les SDF français? Il faut savoir que sur une place d'hébergement, il y a 700 demandes pour 2 places par jour. Donc sur des gens qui ne sont pas migrants en fait. Donc Comment ça se fait? Les places sont déjà occupées en fin de compte? C'est-à-dire qu'il y a des entrées et des sorties permanentes dans les centres d'hébergement. Et quand un centre d'hébergement a des sorties, il les rend. Et donc, sur Paris, il rend par exemple 2 places par jour. Et il y a 700 candidatures. Et dans ces 700 candidatures, vous avez en plus toute la partie des migrants qui ont été reconnus demandeurs d'asile. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture d'hébergement. Et donc, ils sont prioritaires pour y accéder. Donc, on se retrouve à des situations qui sont complètement dramatiques. Et vous avez des personnes qui appellent, vous avez 15 000 appels par jour au niveau du 115 ou autre. Imaginez la personne qui est à la rue, qui essaye d'accéder à une place et qui peut attendre. Quand on voit sur le reportage ces personnes clochardes en fait, qui appellent le 115, ils parlaient d'un centre à Montrouge. On les envoie dans des endroits où il va y avoir des dortoirs. Vous prenez la boulangerie, par exemple, qui est assez connue. Vous avez aussi la mie de pain qui est connue. Mais des gens qui se retrouvent dans des chambres de 5, 10, où en effet il y a des vols, il y a des problèmes d'alcool, il y a des problèmes de comportement. C'est beaucoup de gens, y compris dans les Français déclassés, en fait, qui refusent d'y aller quand il y a une place, parce qu'ils ne veulent pas être confrontés à cette forme de violence, en fait. Violence verbale, violence physique, au niveau de l'hygiène. Le fait de refuser ces places-là, après, ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'hébergement. Ils continuent à rester à la place, quoi. Donc oui, on a besoin de créer des centres d'hébergement. Là, comme je disais tout à l'heure, la mairie de Paris a créé 30 places pour les précaires. Mais c'est une honte, quoi. C'est vraiment une honte, c'est un scandale, quoi. C'est qu'on nous annonce 8000 places pour des migrants, et puis là, 30 places pour les migrants précaires. C'est quand à Calais, quand il a fallu démanteler Calais, il y a eu des milliers de places qui ont été ouvertes. Qui sont sorties de nulle part d'ailleurs, c'était extraordinaire. Nous, on avait eu une conférence avec le directeur de l'hébergement du logement de la préfecture d'Île-de-France. Ce directeur-là nous a parlé pendant 28 minutes des migrants en expliquant toutes les places qu'il allait ouvrir. Il nous a parlé que pendant 2 minutes des SDF pour dire oui, qu'il allait faire quelque chose. Voilà, mais c'est un scandale, parce que là, c'est des gens qui sont en train de mourir. On laisse des gens en France en train de mourir. Là. Pour finir sur une petite note positive, peut-être, est-ce que dans votre travail, quelles sont les réussites que vous pouvez mettre en place? Alors, en fait, une fois que ces personnes-là accèdent à une structure d'hébergement stabilisée, ça marche bien. Alors, c'est quand ils ne se font pas virer pour des problèmes d'alcool ou de comportement. Mais en général, ça se passe bien. Et on les met sur de l'emploi, dans des chantiers d'insertion. Alors, bien que les places en chantier d'insertion soient de plus en plus compliquées à obtenir. Parce que quand vous regardez les recycleries d'Emmaüs, et j'en parle parce que c'est un exemple qui est quand même flagrant, en fait. Donc, les gens qui donnent leurs meubles pour qu'ils soient retapés et revendus, les affaires, les fringues et tout ça, maintenant, c'est réservé aux migrants. Alors que c'était réservé au départ pour les gens qui sortaient de la rue. Mais quand on arrive à amener ce public précaire
à des activités techniques, à se sentir utiles, on arrive à les accrocher et ils sortent et ça marche bien. Mais encore faut-il qu'ils aient accès aux places. Et là, ce qui n'est pas le cas. Bah écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, Augustin. En tout cas, on vous souhaite une très bonne continuation dans votre travail qui est important, qui a un vrai rôle social dans notre société. Et merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur notre plateau. Avec plaisir. Ils ont pour nom Antonin, Gaëtan, Susanna, André, Joseph, Greg, Patrice, Frédéric, Thomas, Jean-Fred, Jean-François, Jean-Claude, Pierrette. Et ils sont 488 autres décédés en 2016, dont les noms ont été signalés au collectif Les Morts de la Rue. Ils sont probablement bien plus nombreux, essentiellement des Français.